Alors que les dernières décennies nous ont habitués au Québec et au Canada, à tout le moins, à des lignes de front politiques dessinées sur l'axe gauche-droite ou sociodémocrate contre conservateur, les récents débats à l'Assemblée nationale ont cependant dévoilé une ligne de fracture entre les woke et les moins woke ou les pas woke pantoute. Les duplessistes. Ou les duplessistes, Ouais. peut-être. Alors, pour nous éveiller à ce nouvel enjeu, le chroniqueur et rédacteur Simon Lessard est avec nous. Salut. Salut Antoine. Simon, quand on ouvre les journaux ou les réseaux sociaux, là, ces jours-ci, il semble y avoir autant de définitions du mot woke qu'il existe de recettes de gâteaux au chocolat. Ouais, surtout que le woke, c'est pas la même chose que le wok en cuisine. Ah, mais c'est ça, vrai. grâce à Gabriel Nadeau-Dubois, on l'a bien compris dans les dernières semaines. C'est vrai. Alors, tu vas nous démêler là-dedans. Là. C'est quoi un woke? Ben, je vais essayer, Antoine, mais pour être honnête, quand je préparais ma chronique, je me suis rendu compte que c'est très difficile de parler du wokisme d'une manière, disons, neutre ou objective, parce que c'est d'abord un mouvement très engagé, très activiste, qui lui-même est très peu neutre. Donc, en tout cas, je ne prétends pas ici faire une chronique, disons, universitaire. Là. C'est à la fois informatif et peut-être éditorial en même temps comme chronique. Là. Parfait. Alors, on t'écoute. D'où ça vient, ça, ce mot-là? Bon, la première chose, il faut savoir que ça vient surtout, là, c'est un mouvement, même plus qu'une pensée, un mouvement activiste et politique qui a émergé dans les campus américains il y a environ une dizaine d'années, autour des années 2010. Okay. Et ses racines théoriques sont beaucoup, beaucoup plus profondes. J'en parlerai pas aujourd'hui parce que ça nous lancerait dans un autre cours de philosophie, mais je peux juste dire un mot que ça vient, entre autres, d'une école en Allemagne qui s'appelle l'École de Francfort et la théorie critique. Donc, ça se présente comme quelque chose de très nouveau, mais en réalité, c'est ancré dans une grande tradition philosophique qui remonte, entre autres, jusqu'au marxisme. J'allais faire une blague de cuisine. Là. C'est un peu réchauffé dans le woke. Ouais, on pourrait dire ça, effectivement. Okay. Mais avec quelques épices de plus quand même, c'est quoi les éléments? Là? En fait, il y a un élément central. Woke, hein, ça vient du mot anglais qui veut dire être réveillé, être éveillé. Donc, c'est d'abord un terme qui a été utilisé par ceux qui font la promotion de cette idée-là comme un terme positif. Eux, ce qu'ils disent, en fond, c'est qu'ils sont éveillés à des nouvelles formes d'injustice sociale qui touchent particulièrement des minorités ou même ce qu'ils vont dire des nouvelles minorités, surtout dans les pays occidentales, disons, aisés, riches. C'est-à-dire ce que les gens sur les campus américains de la côte Est et Ouest vivent dans leur vie quotidienne. Donc, ça a émergé dans les milieux universitaires. Dans les milieux universitaires, au début, ça parlait toujours, surtout des inégalités liées à la race, donc surtout liées à la question noire aux États-Unis. Ouais. Et puis après ça, ça s'est devenu aussi, ça s'est extensionné, je dirais, aux questions de sexe et de genre. Bon, tu disais d'emblée là, que c'est un terme woke ou éveillé là, qui était utilisé de manière positive, mais c'est devenu une insulte pratiquement aujourd'hui dans certains milieux. Ouais. On l'a vu que dans certains milieux, maintenant dans les médias, entre autres, bon, l'épisode dont tu as fait référence de François Legault qui a accusé Gabriel Nadeau-Dubois d'être woke. Hein, c'est devenu presque une insulte. Pourquoi? Parce que c'est une pensée qui est vraiment radicale, extrême, tellement des fois qu'on dirait qu'elle se caricature elle-même sous certains aspects. Et donc, pour certains qui désapprouvent totalement cette pensée-là, c'est vraiment péjoratif d'y adhérer. Bon, là, tu disais aussi ça vise à soutenir ou défendre des personnes victimes d'injustice. Il y en a des injustices. Évidemment, quand on pense aux États-Unis, il y a des vraies tensions entre guillemets raciales, là, où il y a des vraies injustices. C'est sûr qu'on n'est plus à l'époque de la ségrégation, mais quand même, on fait juste regarder certaines statistiques, comme les personnes dans les prisons, par exemple. C'est assez criant, là. Il y a des injustices qui demandent réparation. Tout à fait, Antoine. Puis je tiens à le dire, je ne pourrai jamais assez le dire. Là. Le problème dans ce mouvement-là, c'est pas de vouloir lutter contre les injustices ou de vouloir lutter contre le racisme ou le sexisme. Ça, évidemment, c'est un très, très sain désir. C'est tout le cadre théorique et la méthode privilégiée qui, elle, est questionnable, dans le fond. Entre autres, c'est que on lit tous les phénomènes de société et toutes les injustices seulement ou quasi seulement sous l'angle de relations de pouvoir. Donc, toujours dominé-dominant ou victime et bourreau. Et puis, donc, on finit par tomber dans une vision un peu simpliste et manichéiste du monde. Manichéisme, un grand mot pour dire, dans le fond, qu'il y aurait d'un côté les bons, d'un côté les méchants. Et puis, les éveillés, ce serait une petite élite de bons et la masse serait des endormis.
et eux seraient des méchants. Donc, on trouvait ces dynamiques-là déjà chez Marx au 19e siècle. C'est pas, comme tu disais tantôt, c'est pas nouveau. Là. C'est pas nouveau. On pourrait dire que le wokisme, c'est une forme de progressisme, mais qui s'est ajusté ou adapté à notre époque, qu'on appelle postmoderne, donc qui est devenu plus sceptique, plus cynique dans son approche et qui a remplacé peut-être la lutte des classes en termes marxistes, qui était beaucoup entre riches et pauvres, bourgeois et prolétaires, qui a remplacé ça, dans le fond, par minorité opprimée. Il y a un glissement dans le vocabulaire. Ariane? Puis moi, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est aussi comme il y a cette vision un peu qui sépare la société et les gens, c'est que ça crée un fort sentiment d'appartenance, en fait. Et donc, si tu es regardé comme faisant partie du groupe qui est bon, ça y est, les gens t'apprécient. Mais sinon, là, c'est fini. Tu es vraiment l'ennemi à combattre. Là. Oui, en fait, c'est un mouvement qui participe à un phénomène beaucoup plus large qu'on appelle de polarisation dans nos sociétés, qui est qui est à la fois, je dirais, un effet de ça et peut-être même cause aussi qui participe à accentuer ce phénomène-là, tout à fait. Tu parlais des principes et des méthodes. Il y a des façons de faire ou il y a des choses qui sont induites là, dans le wokisme là, qui sont différentes justement du marxisme ou qui se démarquent là, de ce qu'on a vu dans le passé dans ce genre de clivage. Oui, tout à fait. Il y a, disons, un côté, je l'ai dit tout à l'heure, là, sceptique dans le wokisme, qui n'apparaît peut-être pas quand on regarde simplement des activistes parler dans les médias. Il faut vraiment aller dans leurs écrits ou dans les théoriciens du wokisme pour s'en rendre compte. Qu'est-ce que tu entends par là? Sceptique dans le sens qu'on pense que c'est pas vraiment possible de connaître la vérité. En fait, que la connaissance, c'est toujours un jeu de pouvoir, justement. Le plus fort va imposer sa vérité et non la vérité au plus faible. Et donc, ça mène, dans le fond, à une idée que les plus faibles doivent renverser les plus forts pour que ce soit à leur tour une sorte d'alternance des pouvoirs pour imposer non pas ce qui serait la vérité, mais leur point de vue, ce serait à leur tour d'imposer leur vérité, dans le fond. Puis, il y a aussi tout ce scepticisme-là les amène à une forme de cynisme, là, je le disais tout à l'heure, donc qui d'une certaine manière, de croire que au fond, là, on n'en sortira jamais de cette logique-là. Il y aura toujours un dominé, un dominant. Et puis, donc, l'idée, c'est pas d'arriver à dépasser ça. L'idée, c'est simplement de passer à une alternance. Et puis, c'est un mouvement qui risque de jamais avoir de fin. Parce que si aujourd'hui, on va dire c'est les femmes ou c'est les Noirs qui seraient opprimés, bien, le jour où eux vont prendre le dessus, il y aura des nouveaux opprimés. Et il faudra toujours continuer ce mouvement-là. C'est une révolution permanente. Une révolution permanente, oui, exactement. Je vois dans tes notes aussi, il est question de déconstructivisme. Ouais. C'est quoi ça, ce gros mot-là? C'est vrai que c'est un gros mot. C'est l'idée que le woke, il cherche à accélérer, je dirais, la fragmentation ou l'éclatement dans la société de toutes les normes sociales ou les institutions traditionnelles. Donc, on peut penser au mariage, la famille, l'Église, évidemment, mais même l'État-nation. Dans le but, toujours, un but noble, ça il faut toujours le répéter, de supposément augmenter les libertés et l'égalité. Dans le fond, pour le woke, il part du postulat que toute distinction d'un individu, par exemple, je le disais tout à l'heure, la race ou le sexe, engendre automatiquement, nécessairement une hiérarchisation et une discrimination. Dans le fond, à l'inverse, nous, les chrétiens, on va reconnaître qu'il y a de la diversité, généralement, que Dieu a fait beaucoup de diversité parmi les hommes dans la société, qu'il y a une certaine hiérarchie aussi dans toute forme d'organisation sociale, mais que c'est l'occasion plutôt de complémentarité et de charité, d'entraide entre les gens lorsque c'est bien d'utiliser cette diversité-là. Est-ce que ça veut dire qu'en soi, de ce point de vue-là, là, en soi, être blanc ou être homme, c'est un privilège et de ne pas être blanc ou de ne pas être un homme, ça serait nous relèguerait nécessairement un statut de victime? Dans la pensée actuelle, je dirais que c'est ça qui est mis de l'avant. Par contre, comme je te disais tout à l'heure, il est tout à fait possible que le statut de victime, dans cette pensée-là, en tout cas au fil des décennies ou des siècles, glisse, dans le fond. Donc, ce ne serait pas pour toujours, dans le fond, que la personne noire ou la personne femme serait une victime. Quelque chose d'un peu contradictoire là-dedans ou qui finit par l'être, non?
Il y a beaucoup de contradictions, je trouve, dans ça. Entre autres, ils vont dire, par exemple, qu'il faut désinstitutionnaliser les choses, donc briser toutes les structures de pouvoir, mais en même temps, eux-mêmes, ils vont hyper-institutionnaliser, c'est un grand mot, sous d'autres formes. Donc, ils vont en multipliant les lois, par exemple. Multipliant les lois, oui, exactement. Par la bureaucratisation aussi, demander que ce soit toujours les fonctionnaires qui, par des règlements, qui, justement, gèrent... L'égalité partout. Ouais. C'est ça aussi. Par la juridiction aussi, donc d'aller en procès constamment, en prenant possession des milieux universitaires ou des milieux médiatiques, qui sont des grandes institutions aussi, pour avoir plus d'influence sur la société. James? Ben, tu dis c'est contradictoire, puis de toute façon, Simon n'a comme pas le choix pour en parler de faire des généralisations sur le mouvement, mais on s'entend que dans un mouvement, c'est une réalité toujours multiple. Il y a plein de gens qui pensent des affaires contraires et différentes. Donc, Simon dresse les grands traits, mais c'est sûr que si on compare des points de vue particuliers d'individus, à un moment donné, il y a des contradictions, là, parce que, évidemment, c'est multiforme là, comme réalité. Quelqu'un qui nous écoute, là, qui adhère à ce mouvement-là, pourrait pas dire, Simon Lessard, que nos médias, nos institutions, les universités sont quand même dominés là, ou détenus par des hommes blancs de plus de 55 ans. Donc, nécessairement, ça déteint sur les contenus, ça déteint sur la recherche, ça déteint d'une manière ou d'une autre sur ce que ces institutions-là produisent et reproduisent comme inégalité. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, Simon? Oui, il peut y avoir quelque chose de vrai, mais... c'est le sociologue là, en moi là, qui parle. Ouais. Le problème avec cette vision-là, c'est qu'on va mettre tout le monde dans le même panier. Donc, automatiquement, le simple fait que tu serais blanc ou le simple fait que tu serais homme, tu serais par définition un oppresseur. Tu serais un problème, la cause du mal dans le monde ou dans la société. Ce qui fait, par exemple, Antoine, qu'il y a un orchestre symphonique célèbre à Londres qui ont renvoyé des dizaines de musiciens blancs, hommes blancs, qui étaient excellents musiciens, très loyaux, très bons, des bonnes personnes, simplement parce que là, ils voulaient une orchestre moins blanche. Donc ça engendre des nouvelles injustices, enfin, d'agir comme ça. Ces gens-là, ils ne méritaient pas qu'on les mette à pied, comme ça, sans aucune raison. Donc, ou encore, on va discriminer, on va créer une nouvelle forme de discrimination. En fond, c'est ça que j'essaie de montrer. On va interdire l'accès de personnes blanches ou de personnes masculines à des rencontres. Et de cette manière-là, on va dire, bien, ça, c'est une discrimination légitime. Positive aussi, des fois, oui. Positive, mais dans le fond, c'est que c'est très dangereux d'entrer dans cette manière de faire-là, je dirais, parce que ça peut vraiment se retourner après ça facilement. C'est quand on se met à discriminer des gens sur la discrimination, en fait, ça devrait aller des deux côtés. Il n'y a pas quelque chose qui essentialise la personne ou qui la réduit à un trait de sa personnalité ou un élément, par exemple. Moi, j'avais un ami là, qui venait d'Asie du Sud-Est, il disait « Non, moi, j'accepte pas d'être réduit à ma race ou à mon ethnie ou à mon apparence physique. Je trouve ça très dégradant, même voire déshumanisant. » Là. Il ne s'identifiait pas du tout à ce mouvement-là. Même des personnes qu'on dit racisées pourraient être critiques par rapport à ça. Oui, tout à fait. Et puis, d'une certaine manière, c'est comme ça que le wokisme est très critiqué aujourd'hui. On dit que c'est une forme de réductionnisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il voit le réel, je le disais tout à l'heure, seulement sous l'angle des jeux de pouvoir, ou ici, seulement, comme toi tu le mentionnes, seulement sous l'angle des races ou seulement sous l'angle des sexes. Et puis, donc, il ne faut pas nier cette réalité-là. Il ne faut même pas nier qu'il y a des injustices possibles avec ces réalités-là. C'est toujours le fait de vouloir simplifier les choses à une seule vision, alors que la réalité, elle est complexe, les problèmes sont complexes, les solutions sont complexes. Quand on va amener des solutions des fois trop rapides et trop simples, on produit souvent l'effet inverse. Donc, Qui fait l'ange, fait la bête, hein? C'est ça, à vouloir purifier le monde, on risque de générer d'autres injustices, c'est ça? C'est ça. Puis, c'est intéressant que tu utilises le mot pur, là, purifier, parce qu'il y a une forme de quête de la pureté dans ce mouvement-là, une sorte de nouveau moralisme où on s'auto-déclare pur et tous ceux qui n'adhèrent pas à notre pensée sont des impurs qu'il faut exclure du groupe, exclure de la cité. En quelques secondes, Simon, c'est
quelle pourrait être la réponse du christianisme face à ce mouvement? Bon, ben vraiment en quelques secondes, là, chez les chrétiens, on reconnaît qu'il peut y avoir des victimes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas chercher à enfermer la personne dans son statut de victime. Dans le fond, on ne va pas en faire un statut. Donc, on va d'abord reconnaître qu'on est soi-même, pas une pure victime, mais qu'on est des fois aussi le bourreau envers un autre. Puis, il y a toute la logique de la miséricorde. On peut pardonner à autrui, se pardonner à soi-même, donc dépasser ce statut de victime-là. C'est pas rien. Oui. Ensuite, les privilèges existent, évidemment, mais comme je le disais tout à l'heure, ils doivent toujours être mis au service du bien commun. Ça, c'est la charité d'une certaine manière. Donc, le problème, c'est pas les hiérarchies, c'est même pas le pouvoir, c'est l'égoïsme ou l'abus c'est ce qu'on de en pouvoir. fait. Ben oui. Exactement. Puis enfin, ben, le changement, hein, donc le woke qui veut toujours changer les choses, ben ça, c'est bon. Mais c'est pas le changement pour le changement. C'est le changement vraiment vers quelque chose qui est objectivement mieux, aussi. Et c'est un changement qui n'est pas sous forme de révolution violente qu'on impose aux autres, mais davantage, je dirais, de conversion qui commence par soi, toujours en premier. Et qui peut évidemment rejaillir politiquement, mais le point de départ n'est pas le même. Merci Simon Lessard pour ce tour d'horizon du wokisme, un nouveau concept plutôt à la mode. On aura, j'ai bien l'impression... Je pense qu'on en reparlera parce que c'est quand même un phénomène... oui, je suis sûr qu'on va en reparler avec d'autres chroniqueurs aussi qui auront peut-être des avis complémentaires sur la question. Merci Simon beaucoup. Merci Antoine. Avec nous.